Alors, Patrick Boucheron, la table ronde que vous animiez est une table ronde, quand je lis la petite plaquette là, de l'ANR, où il est écrit que les sociétés s'inventent grâce à leur histoire. J'ai envie de vous poser une question peut-être un peu provocatrice pour commencer. Est-ce que finalement, les sociétés ne réinventent pas constamment leur histoire? Oui, s'inventer, se réinventer son histoire pour, d'une certaine manière, relancer son avenir, c'est peut-être un invariant des sociétés humaines. L'anthropologie est née, au fond, en éliminant certaines sociétés du temps historique. L'anthropologie faisait l'histoire des sociétés qui prétendument n'en avaient pas. Mais en réalité, nous savons bien aujourd'hui que ce grand partage est en partie fictionnel, c'est-à-dire que toute société, au fond, toute société humaine a à voir avec une histoire. Elle l'articule d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est inscrite dans le temps et dans le temps historique. Et cette manière, au fond, de faire du neuf avec de l'ancien, elle est profondément et presque exclusivement humaine. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse dans le cadre où nous sommes de l'ANR Recherche et Création, c'est-à-dire d'articuler justement les différents régimes d'historicité, comme disent celles et ceux qui s'intéressent à la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont les sociétés, au fond, vivent le temps historique. Et au fond, je dirais de l'histoire comme discipline qu'elle assume tout cet héritage universel, fondamentalement humain, qui consiste à dire, et ça serait une définition que je proposerais de l'histoire qui est assez simple et qui peut être d'une certaine manière reçue par un enfant. C'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, de ce dont les femmes et les hommes en société sont capables, parce qu'au fond, la capacité d'agir, elle est très inégalement distribuée, mais elle est aussi très imparfaitement employée. Et au fond, l'histoire est là pour rappeler qu'on peut davantage qu'on ne le croit, y compris d'ailleurs dans un processus de transformation sociale. Mais l'histoire, c'est le travail sur le passé, et ce passé, in fine, c'est une matière vivante, puisque justement, les travaux des historiens, c'est non seulement d'essayer de comprendre, d'élucider un certain nombre de mécanismes qui produisent des séquences historiques, mais c'est aussi un travail qui est soumis à une réinterprétation permanente de la part même des communautés des historiens. Sur quoi travaillent les historiens? C'est sur le temps, davantage que sur le passé. L'histoire, disait Marc Bloch, est la science du changement. Et donc, au fond, ce qu'elle va chercher, exhumer, c'est ce que le temps fait lorsqu'il a passé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dépose quelque part. Mais ce dépôt n'est pas inerte, ce n'est pas une matière morte, c'est au contraire, on va dire, une énergie fossile. Donc ça réactive des puissances d'agir. Et donc, d'une certaine manière, le progrès de l'histoire, il est presque synchrone de l'évolution historique. Je dis progrès de la discipline historique. C'est-à-dire que dès lors que du temps aura passé, puisque nous sommes les filles et fils de ce temps, regarder un objet historique, eh bien, produira des effets différents. Et ça ne veut pas dire qu'on a raison par rapport à nos devanciers qui ont tort. Ça veut dire justement qu'on voit autre chose parce que nous avons changé. Et voilà pourquoi il me semble qu'étudiant le passé, l'histoire est aussi porteuse d'un diagnostic sur le présent, parce que fondamentalement, l'histoire pointe ce en quoi nous différons d'hier. C'est-à-dire que le passé ne l'intéresse qu'à partir du moment où on peut faire l'inventaire des différences. Et voilà pourquoi d'ailleurs elle n'a pas à se forcer à hausser la voix.
à proclamer des intentions ou des déclarations politiques pour avoir un effet sur le présent. Elle a un effet sur le présent, elle produit ce que Michel Foucault appelait des effets de vérité par le fait même de comprendre en quoi nous différons des femmes et des hommes du passé. Cela veut dire, si je prolonge ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le rapport à l'histoire nous dit, notre propre rapport à l'histoire nous dit d'abord quelque chose, peut-être pas d'abord, il nous dit quelque chose sur notre sensibilité présente. Oui, c'est une science qui est une science relative, c'est-à-dire qui a la nécessité finalement de définir, d'expliciter son point de vue. Au fond, c'est cela l'histoire, c'est cela qu'on apprend lorsque on l'enseigne, c'est cela qu'on s'exerce à faire et on n'en a jamais fini, c'est de dénaturaliser le monde, c'est-à-dire comprendre que le monde aurait pu être ailleurs ou autrement qu'il est. Et donc, au fond, c'est une manière de défataliser le cours du temps. Et dire cela, c'est au fond comprendre que l'histoire avance, l'histoire progresse, que les historiennes et les historiens de métier n'ont pas comme profession d'exhumer une histoire qui existerait avant eux ou en dehors d'eux. Non, elle n'existe qu'à partir du moment où elle s'écrit, et s'écrivant, elle se réécrit sans cesse. Et pourtant, c'est une science humaine, c'est une science sociale. Et cette difficulté, au fond de son régime de scientificité, c'est ce qui la met effectivement en dialogue ou en tension entre la création et les savoirs. C'est-à-dire qu'elle doit effectivement maintenir sa place, tenir, j'allais dire, son rang entre les sciences expérimentales et la création littéraire, sa grande rivale, puisque au fond, au XIXe siècle, la rivalité entre la littérature et l'histoire pour dire le monde, en tout cas au moins en Europe, n'est pas encore démêlée, n'est pas encore tranchée. Et aujourd'hui, effectivement, on considère l'histoire comme une science sociale, mais elle porte de cette généalogie littéraire d'elle-même, sinon des stigmates, du moins des traces. Alors pour en revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, les rencontres recherche et création, qu'est-ce qui distingue selon vous, qui êtes un chercheur scientifique, la recherche dans l'art de l'art de la recherche? Et qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui distingue et qu'est-ce qui rapproche la recherche dans l'art de la recherche? Eh bien, je dirais que nous avons une épistémologie commune, qui est une épistémologie de la description des mondes. Et cela, effectivement, c'est ce qui peut être commun à toute activité de création. Étant entendu qu'effectivement, les sciences sociales créent les objets qu'elles observent et que faire son objet, le façonner, c'est le cœur de la méthode. Et une fois qu'on a fait ça, on le met à jour et d'une certaine manière, on en révèle l'étendue, l'intensité. Donc on est proche au fond d'une topographie ou d'une description dense de la réalité. Donc comme art de la description, si on la définit comme telle, l'histoire, comme toute science sociale, s'approche finalement d'art de la figuration. Elle fait des expériences, et là encore, cela la rapproche d'autres types de discours scientifiques, comme les sciences expérimentales. Sauf qu'on ne peut pas expérimenter directement dans le temps un fonctionnement social. On ne peut faire que des expériences de pensée sur ce qui a déjà eu lieu. Et cela fait effectivement de l'histoire une science qui n'est pas expérimentale, mais qui crée les conditions d'expérience de pensée. Et ça c'est ce qui, au fond, articule recherche et création. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre, une fois qu'on a compris, de convaincre les autres, que la part littéraire de l'histoire
n'est pas un déni de sa scientificité. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire s'écrit et que s'écrivant, elle ne s'éloigne pas de son régime de vérité. L'histoire en tant que discipline historique n'est pas la seule mise en présence du passé. Le passé, il se met au présent, il s'actualise devant nous par l'art, par le théâtre, par le cinéma, par la littérature, mais dans tous ces discours sur le passé, le discours de l'histoire porte un régime de vérité. Voilà. Donc il ne suffit pas simplement de dire que tout savoir est relatif. Ce discours de vérité, il faut en même temps, il faut l'articuler avec, disons, le fait que l'histoire s'écrit et elle ne s'écrit pas d'elle-même, c'est quelqu'un qui l'écrit. Et donc, au fond, articuler la part littéraire de l'histoire à, au fond, son régime de vérité, c'est ce à quoi, à mon avis, s'affaire l'historiographie aujourd'hui. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est que l'histoire, c'est spécialisé dans toute discipline. Vous, avec votre ouvrage, notamment sur la mondialisation, sur cette histoire mondiale que vous essayez d'écrire, est-ce que vous n'en revenez pas finalement à une histoire qui est beaucoup plus globale que les histoires qui étaient des histoires spécialisées? Est-ce que finalement, là, il n'y a pas cette nécessité de réembrasser le champ de l'histoire pour essayer de mieux comprendre à la fois ce qui fait la spécificité des séquences historiques et aussi les continuités qui peuvent exister entre les séquences historiques et les aires géographiques et les aires civilisationnelles? Alors je suis un historien des pouvoirs et des pouvoirs, disons, d'un petit long Moyen-Âge du XIIe, XIIIe siècle au XVIe siècle, et j'ai commencé à l'expérimenter, cette histoire des pouvoirs, en Italie, et puis par cercle concentrique, à faire une histoire de l'Europe urbaine, et ce qui m'a amené à réfléchir à la mondialité, à l'échelle, et plus qu'à l'échelle, plus qu'à l'objet, mais au souci du monde, c'est-à-dire au travail, au fond de la mondialité. Pour moi, l'histoire mondiale n'est pas un département de l'histoire, c'est d'une certaine manière ce qui l'entraîne. Aussi aurais-je du mal à me définir comme faisant de l'histoire mondiale ou de l'histoire globale. Je travaille plutôt à rendre contemporain tout exercice d'histoire contemporain au tournant global qui, de toute façon, entraîne toutes les sciences sociales. Et voilà pourquoi il y a 10 ans, j'avais dirigé un gros livre qui s'appelait l'Histoire mondiale du XVe siècle et qu'il y a 2 ans, j'en ai dirigé un autre qui s'appelait l'Histoire mondiale de la France. Mais je m'empresse de dire que c'est, au fond, une activité qui est une activité de promotion et de défense d'un courant historiographique qui n'est pas exactement le mien. Et dire cela, c'est au fond dire que je suis attaché à l'unité de la discipline historique et au fait que cette histoire, elle doit être accueillante à tout ce qui la déborde. C'est-à-dire qu'elle doit effectivement accueillir de manière imaginative, mais l'imagination est une forme de l'hospitalité, tout ce qu'elle ne contient pas. Et ça, c'est ce qui la met inévitablement à la rencontre d'autres savoirs, des savoirs que, effectivement, dans nos classifications, on identifiera comme scientifiques et des savoirs qu'on identifiera comme créateurs. Alors une toute dernière question qui est en lien encore une fois avec le sujet qui aujourd'hui nous réunit. Qu'est-ce que nous dit de l'histoire, la relation à l'art que peuvent expérimenter les sociétés? Alors, l'art est une catégorie du social et lorsque, évidemment, on veut faire l'histoire des pouvoirs quand même, comme je le fais, on dira même que c'est une catégorie de la domination sociale. Il n'y a pas effectivement d'art sans projet politique
de domination sociale. Mais aujourd'hui, évidemment, lorsque nous pensons art, nous oublions cette dimension et nous allons, surtout ici à Avignon, dans un moment, le Festival d'Avignon, qui s'interroge sur la possibilité d'un théâtre politique, parler davantage d'émancipation ou au fond de tout ce qui peut, dans le théâtre, créer les conditions d'un savoir sur le monde. Alors bien sûr, on peut faire une histoire des rapports que les sociétés ont avec, au-delà de l'art, l'idée même de représentation. Et c'est ce à quoi on s'est attelé dans ces différentes réunions de la NR Recherche et Création, qui tournaient au fond autour de l'idée de représentation. Et ce n'est pas un accident de langage si en français, représentation peut désigner à la fois la figuration artistique. Alors nous dirons d'un tel tableau qu'il représente un personnage qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est mis en présence, effectivement, dont l'absence est représentée, c'est cela, la représentation figurale. Et dans un sens politique, la représentation, c'est pas la figuration, c'est la délégation de pouvoir, c'est le fait que là encore, dans une assemblée, par exemple, un représentant est lui aussi rend présent l'absence. Donc cette idée de représentation, par exemple, elle nous est naturelle, et n'est pas un bon mot, mais elle nous est au fond habituelle. Voilà. C'est-à-dire que les sociétés politisées occidentales ont fait de la notion de représentation le cœur même de leur fonctionnement social. Et ça se voit aussi bien dans un musée qu'à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a là, effectivement, une idée qui est une idée commune de la représentation. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre que cette idée, elle n'est pas unanimement partagée, que toutes les démocraties ne sont pas pareillement représentatives, par exemple. Et au fond, c'est pour cela que la culture, le fait de voyager, d'aller voir dans les musées d'autres arts, c'est-à-dire au fond, pas seulement d'autres formes, mais d'autres rapports entre les formes et les sociétés, nous permet de comprendre que ce que nous appelons la représentation est notre représentation de l'idée de représentation et que d'autres sont possibles et sont tout aussi efficaces, parfois sur le plan et politique et artistique. Et ça nous permet de décrire, là encore. Il me semble que ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans l'histoire, c'est l'art de la description. Et l'art de la description est à la fois poétique et politique. Et la description nous permet de réconcilier justement la part littéraire et la part, on va dire, scientifique de cette activité de pensée. L'une et l'autre concourent à une éthique de l'exactitude. C'est-à-dire qu'on recherche à rendre compte, à représenter justement. C'est-à-dire avec justesse et avec justice. Juste pour terminer, ça veut dire que le projet de l'histoire n'est pas tant la recherche de la vérité que de s'approcher au plus près de ce que vous appelez l'exactitude. Oui, la vérité, personne ne la détient et personne ne peut parler au nom de la vérité et dire qu'il y en a plusieurs, dire à chacun sa vérité. C'est d'une certaine manière une conception un peu paresseuse de la diversité des opinions. Chacun son opinion, mais la vérité, elle se construit ou elle s'approche. Alors elle s'approche asymptotiquement, c'est-à-dire qu'on doit la construire. C'est un travail et c'est pour cela effectivement qu'à un moment ou un autre, eh bien, ces recherches, sur ces rencontres entre recherche et création, au fond, le langage commun, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut parler entre un dramaturge, un écrivain, un biologiste et un archéologue, on peut parler effectivement d'épistémologie, des grands concepts, mais ça sera plus intéressant si on parle des pratiques. Comment on fait? Qu'est-ce qu'inventer? Qu'est-ce que
qu'est-ce que créer, qu'est-ce que découvrir. Chacun aura son mot à dire sur cette question-là et ce mot aura d'autant plus de poids que cette question sera traitée de manière pratique. Voilà. C'est-à-dire que ce sont sur les pratiques de recherche et de création que nous devons réfléchir. Et alors, effectivement, le régime de vérité des historiennes et des historiens devient ce qu'il est, c'est-à-dire, au fond, un souci, un effort, et pas un bien que l'on détient et qu'on voudrait jalousement maintenir sous sa propre domination. Donc, voilà, c'est un moment de partage. Et il ne faut pas oublier non plus que si c'est de la recherche et si c'est de la création, ça veut dire qu'on crée une représentation du monde et qu'on la met en discussion, c'est-à-dire qu'on produit des savoirs qu'on rend socialement disponibles.